Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de votre programme, celle qui se rapporte à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous présente d'abord le programme de cette deuxième partie. Comme ça, vous aurez une idée globale de ce qui va suivre. Donc, le plan est composé de 4 chapitres, à commencer par les conceptions classiques de l'organisation du travail. Après, on verra les conceptions modernes. Et puis, on va enchaîner sur la démarche d'organisation d'une activité. Et on termine avec le chapitre gestion du temps. Pour aujourd'hui, on va commencer déjà la première partie, celle qui se rapporte aux conceptions classiques. Et bien entendu, cette partie des conceptions classiques, je vais la diviser en 2 parties, d'accord? On verra aujourd'hui même le contexte de la théorie du taylorisme. Et puis, dans une vidéo très prochaine, on verra la conception classique selon le Fordisme. Alors, par conception classique d'organisation de travail, on entend tout simplement les méthodes anciennes de l'organisation du travail. D'accord? Donc, torok classique il y a finalement. Alors, pour expliquer le principe, on va remonter un petit peu dans le temps, à l'époque de la révolution industrielle. Tawra Sinaïa. Bien sûr, suite à cette révolution industrielle en début du 19e siècle, donc bidayat al-qarn al-tasi ashar, et grâce au progrès technique qui a été enregistré dans l'industrie, on a assisté à une évolution progressive du mode de production, d'un mode artisanal à un mode carrément industriel. Alors l'introduction de la machine, c'est-à-dire ظهور المكننة أو إدخال المكننة في العمل، وبطبيعة الحال هذا لو برانسيب راه هو اللي قريته في الدرس الأول ديال الاجتماعيات، التحولات الاقتصادية والاجتماعية ainsi de suite. Donc faute de formation pour les ouvriers, parce que à cette époque-là, on apprenait le travail sur le terrain lui-même. Donc là, il y avait une grande difficulté, bien sûr, pour maîtriser l'ensemble des opérations liées au processus de production. Donc, les ouvriers, c'était difficile d'utiliser une machine à laquelle on n'est pas formé, d'accord, et de maîtriser l'ensemble des opérations, يعني جميع مراحل الإنتاج من طرف العمال. Donc, dans ce sens, plusieurs auteurs se sont penchés sur une réflexion de comment réorganiser le travail après l'introduction de la machine. Parmi ces auteurs, on parle du premier personnage qui va marquer l'organisation du travail au sein de l'entreprise. On parle de Frederick Wilson Taylor. C'est un ingénieur américain né en 1856 et mort en 1915. Alors, Taylor, il s'intéresse de près à cette nouvelle organisation du travail qui était en train d'émerger. D'accord ? Et bien sûr, cette forme d'organisation à laquelle il va penser, il va la nommer organisation scientifique du travail. En abréviation OST, O pour organisation, S pour scientifique et T pour travail. Et grâce à cette forme d'organisation qu'il va instaurer, il va être considéré comme étant le fondateur de la première théorie de management des entreprises. أول نظرية لتنظيم العمل أو لتدبير العمل داخل المقاولات. D'accord? Alors bien sûr, cette organisation, il l'a nommée organisation scientifique. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait des bases scientifiques. Alors, première base, c'était tout simplement l'observation et l'analyse du travail. Elle va observer plusieurs ouvriers en cours de travail, c'est-à-dire au moment de leur travail. Bien sûr, ce qu'il va constater, c'est que les ouvriers dans les usines ne travaillent pas d'une manière efficace, ni d'une manière productive. C'est-à-dire, الطريقة باش كانوا كيخدموا ما فيهاش فعالية وما عطياش واحد الإنتاجية اللي هي كبيرة. D'accord? Et qu'il y avait en même temps beaucoup de temps mort. كاين الوقت ضائع بزاف. Alors, dans ce sens, il va engager cette démarche d'observation afin de définir une nouvelle démarche
bien sûr, comme on a dit, une démarche scientifique qui va permettre d'améliorer la productivité du facteur travail. Alors, il a constaté, entre autres, qu'il y avait des gestes inutiles dans le travail. C'est que les ouvriers qui يديروا شي حركات اللي غير زايدين في الخدمة وبطبيعة الحال كيعطيو غير ضياع الوقت وما كيعطيو حتى شي نتيجة مهمة. En plus de ça, il va constater qu'il y avait de la flânerie au travail et qu'il faut l'éliminer au même titre que les gestes inutiles. Alors, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que la flânerie? Ça vient du verbe flâner, qui veut dire se promener sans but précis. Donc, هذا le sens propre. D'accord? بمعنى أنك خارج كدور بدون هدف، يعني غير خارج، ما عندكش شي destination précise. C'est-à-dire راك غير غادي وصافي. Alors, هذا le principe هو غيحس به في الخدمة عند les ouvriers. C'est-à-dire l'ouvrier il est en train de travailler mais en même temps il pense à autre chose. يعني خدام وبحال كيما كنقولوا حنا مثلا بالدارجة سارح، عقله سارح، ما كيفكرش، ما مركزش مع الخدمة. Alors بالنسبة لي هاد la flânerie au travail حتى هي c'est une cause de perte de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va penser, Taylor? Et il était très intelligent dans ce sens, c'est qu'il va mesurer le temps nécessaire à l'exécution de chaque tâche. Et par la suite, il va imposer le temps qu'il va mesurer aux ouvriers. C'est-à-dire, chaque ouvrier ne doit pas dépasser le temps précis. Automatiquement, le وقت باش غيفلاني ولا ما يفلانيش ما بقاش. Ça fait. Donc, ceci dit, il va penser à autre chose pour, bien sûr, combler la méthode d'organisation. Il va rationaliser l'ordre des opérations de production. Rationaliser l'ordre de production, ça veut dire tout simplement أن ديك المراحل ديال الإنتاج غيعاود يرتبها بطريقة عقلانية. Rationnel هي عقلاني. Alors, il va éliminer les gestes inutiles, il va éliminer la flânerie, il va mesurer le temps, il va rationaliser l'ordre du travail. Donc, هادشي هو اللي كان le résultat ديال l'observation bien sûr leader. Et à travers cette observation et cette analyse de travail, il va carrément instaurer une méthode complète, d'accord, avec des principes bien précis qu'il a nommés, comme on vient de le dire, organisation scientifique de travail, et qui a été nommé aussi Taylorisme ou théorie tayloriste en référence du nom de l'auteur. Alors d'après Frédéric Taylor, il avait des citations qui étaient très connues, parmi lesquelles il dit que pour lui, il faut qu'il y ait le bon individu à la bonne place. The right man in the right place. D'accord? Donc déjà, à travers ce principe, il va faire ce qu'on appelle la division de travail. C'était une double division. La première, c'est une division sociale, à travers laquelle il va séparer le travail de conception de celui de l'exécution. C'est-à-dire, il va concevoir une séparation globale entre la direction, celle qui conçoit le travail et qui donne des ordres, et l'exécution, qui est constituée des ouvriers qui doivent uniquement exécuter les ordres. D'accord? Alors, entre exécuteurs et concepteurs, il va instaurer ce qu'on appelle le contrôle, c'est-à-dire qu'il y aurait des contrôleurs qui vont surveiller le travail. Bien sûr, cette division, puisqu'elle va dans le sens vertical, c'est-à-dire qu'il va séparer la direction et les ouvriers, elle a été nommée également division verticale. Alors, dans un autre niveau, elle va appliquer ce qu'on appelle la division technique. Cette division, elle concerne l'exécution des tâches. Au lieu d'accorder à l'ouvrier une tâche complète, autant lui accorder une petite tâche, c'est-à-dire que l'opération sera décomposée en plusieurs tâches élémentaires, يعني غتقسم إلى عدة أجزاء, et chaque ouvrier, كل عامل غيدير غير واحد la petite partie du travail. Alors, cette division technique, elle a été nommée parcellisation, qui vient de verbe parceller, c'est-à-dire diviser, ou bien division horizontale, d'accord, donc amoudia, dans le sens où une tâche, elle va être décomposée en plusieurs parties. Alors, je rappelle qu'entre division sociale et division technique, il y avait présence des contrôleurs pour surveiller la bonne marche du travail et l'exécution des ordres comme il le faut. Alors, ceci dit, cette division technique,
elle va occasionner ce qu'on appelle la spécialisation des ouvriers. C'est-à-dire, puisque chaque ouvrier va réaliser une petite tâche de manière répétitive, automatiquement l'ouvrier sera spécialisé dans cette tâche. يعني غيتخصص في هذيك لا tâche. راه ماشي تخصص dans le cadre valorisant. بالعكس راه هو تخصص dévalorisant. C'est-à-dire que chaque ouvrier sera spécialisé dans la petite tâche qu'il est en train de réaliser à chaque fois tout au long de la journée. Ce qui veut dire que finalement, on va atteindre ce qu'on appelle l'individualisation des ouvriers. Chaque ouvrier va travailler d'une manière individuelle qu'il n'aura même pas besoin d'avoir un contact avec les autres ouvriers. D'accord? Chose qui va minimiser en même temps la flânerie, qui va minimiser le temps mort dans les discussions par exemple et dans le contact avec les autres, et ça va permettre une augmentation en même temps de la productivité de chacun d'entre eux. Raison de plus, ils sont en train de réaliser la même tâche d'une manière répétitive, ce qui veut dire que de la spécialisation d'Yalhom, il va leur permettre de produire encore plus. D'accord? Alors, rappelez-vous le principe, bien sûr, des gestes inutiles et de la flânerie. Donc, automatiquement, on a parlé tout à l'heure de la mesure du temps. Alors, qui dit mesure du temps dit chronométrage, parce que le temps qu'il a mesuré, il l'a mesuré au chronomètre, c'est-à-dire à la seconde. Donc, finalement, le temps qu'il a mesuré, il sera imposé aux ouvriers de manière à ce qu'aucun ouvrier n'aura la possibilité de réaliser l'opération dans un temps supérieur à celui qui a été fixé par la direction. C'est compris pour ça aussi. Alors, on termine avec le dernier point pour clôturer la méthode OST, c'est que pour motiver les ouvriers à accepter ce modèle de travail et les pousser à faire augmenter leur productivité, il va instaurer une motivation financière, c'est-à-dire une motivation qui dépend de leur salaire. Si vous voulez que votre salaire augmente, vous devez faire augmenter votre rendement. Donc, c'est un salaire qui était nommé salaire à la tâche ou bien rémunération au rendement. بغيتي تخلص كتر خصك تخدم كتر خصك تنتج كتر غتخلص soit à la tâche soit à la pièce على حساب le nombre de pièces que tu as fabriquées, d'accord, ou bien que tu as réalisé. C'est compris? Donc voilà, pour Taylor, la méthode d'organisation scientifique de travail qu'il va instaurer, il va la nommer The One Best Way. The One Best Way qui veut dire pour lui que c'était la seule meilleure manière, la seule meilleure méthode d'organisation de travail qui peut réussir au sein des entreprises et qui peut permettre la réalisation des objectifs de chaque entreprise. Alors, quels étaient ces objectifs? On les connaît déjà à travers, bien sûr, les chapitres précédents. Les objectifs de l'OST, ce sont ceux de toute entreprise. Donc, finalement, premier objectif, c'était l'augmentation de la productivité. En parallèle, cette augmentation de la productivité devra être combinée avec une réduction des coûts. C'est le principe qu'on appelle actuellement les économies d'échelle, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de répartir ses coûts fixes sur une quantité de production encore plus élevée, permettant tout simplement d'atteindre la rentabilité souhaitée, c'est-à-dire pour permettre à l'entreprise de réaliser le maximum de bénéfices et d'atteindre, comme on vient de le dire, sa finalité économique. Mais le principe de cette organisation scientifique de travail, c'est vrai qu'il a révolutionné le monde de l'entreprise, qu'il a révolutionné toutes les usines industrielles de l'époque, d'accord? Et le principe, il était applicable partout. Finalement, les objectifs recherchés, ils ont été atteints, mais il y avait quand même des conséquences qu'on doit citer, qu'on doit connaître. Première conséquence, c'était les malfaçons qui étaient dues à une qualité moyenne du produit, parce que finalement l'objectif c'était de faire augmenter la quantité sans prendre en considération la qualité du produit. Deuxièmement, le travail, il était vraiment démotivant parce qu'il y avait de la monotonie au travail qui était causée par la répétitivité des tâches, puisque l'ouvrier, il ne fait que répéter la même tâche tout au long de la journée. Ceci a causé finalement plusieurs accidents de travail à l'époque parce qu'il y avait une sécurité insuffisante, parce qu'ils utilisaient de nouvelles machines et qu'ils n'étaient pas formés, bien sûr, à leur fonctionnement.
le taux d'absentéisme qui était élevé يعني ولا الغياب كتير في ظل هاد الظروف. Les conflits, il était fréquent, donc كانت نزاعات ومشاكل كتيرة entre les exécutants et les encadrants. Et finalement, le grand problème, c'était le turnover, qui veut dire départ des ouvriers, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers qui n'acceptaient pas ces conditions de travail, que c'était inhumain de faire travailler quelqu'un dans ces conditions. Alors bien sûr, les départs des ouvriers réatait une rotation du personnel, c'est-à-dire à chaque fois, on doit changer de personnel, on doit faire entrer de nouveaux ouvriers, chose qui donne le principe de personnel infidèle, vu qu'à chaque fois, il y avait de nouveaux ouvriers. Donc sur ce, c'est la fin de cette séance. J'espère que vous avez maintenant une idée sur les principes du taylorisme. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va aborder le principe de la deuxième conception classique, celle du Fordisme. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.